sûr pour l'instant d'avoir eu réponse à la question autour de laquelle on tourne, mais avant de vous redonner la parole, j'aimerais que Amandine nous lise un autre texte, qui est un texte effectivement de nature malgré tout un petit peu politique. C'est un texte de Ken qui s'appelle Notes sur la pensée anarchiste. Bon, je ne l'ai pas travaillé, j'espère que je ne vais pas bafouiller. Mais moi je voudrais dire un petit mot par rapport à ce que vous disiez, parce que moi j'ai commencé à travailler en poésie en géopoésie sur les conseils de Jean-Luc, de Pierre, de Didier. Donc j'ai commencé à lire Kenneth White. Et par rapport à l'écologie, en effet, je ferme les yeux pour mieux réfléchir, c'est comme si je trouve qu'il ne pourrait pas en effet entrer en politique parce que c'est quelque chose peut-être de plus profond qu'il propose. Et je me suis rendu compte dans les écoles où je travaillais que moi-même, donc travaillant à ma manière sur les paysages, comment faire ressortir des morceaux et les faire dialoguer et rentrer, si j'étudie une partie d'un lieu que je vais traverser, voyons si ce serait la part des oiseaux en résonance avec peut-être les différents sons de l'eau, on va voir. Si je travaille ça dans un poème et que j'arrive dans une classe et que je fais ces poèmes aux enfants, alors là, ah bon, ah mais c'est ça la poésie, ça peut être ça, d'accord. Et alors on va travailler sur ce dont j'ai parlé, et puis en fait on va travailler dans la joie. Et en fait je me suis dit, ah ouais, mais ça peut être ça, un impact écologique. Enfin, disons par exemple, je ne savais pas qu'il était enseignant, par exemple Kenneth, mais peut-être si on travaille avec les enfants d'une autre manière, pour faire aborder la géographie par exemple, ou l'histoire, avec aussi du coup une autre manière d'être à la langue, peut-être avec des images, avec des jeux, avec une inspiration, et ben j'ai remarqué l'intérêt. Et quand j'avais commencé à chercher des textes sur la géopoésie, qu'est-ce que c'est ? Je me rappelle de ça, remettre la terre au centre. Il y avait même intérêt, je sais plus, oui en fait c'était ça, et je me disais, ah ouais, remettre la terre au centre. C'est vrai, et les enfants et les humains, j'ai l'impression qu'ils ont besoin de remonter la terre. Voilà. Bon, alors note sur la pensée anarchiste, j'espère que je vais arriver à le lire. Ok. L'esprit anarchique profond à la base de toute poésie. Antonin Artaud. L'esprit anarchique profond à la base de toute poésie. Sans doute convient-il de préciser que je ne suis pas politiquement anarchiste et que ne m'intéresse aucunement ce que j'appellerais l'anarchisme série B, couteau entre les dents et bombe à la main. Si je dis que je ne suis pas politiquement anarchiste, c'est tout simplement parce que je crois les hommes incapables collectivement de vivre à la hauteur nécessaire et d'établir entre eux des rapports subtils qui n'ont rien à voir avec les lois. Pour moi, l'anarchie n'est donc pas une réelle possibilité sociale, si lointaine et improbable qu'elle soit, mais une partie de l'esprit, une patrie de l'esprit. Une patrie. Il faudrait un mot dégager des vieux schémas. Mais il est difficile existentiellement comme conceptuellement de se dégager des vieux schémas. C'est pour cela, et pour ne pas recueillir les suffrages d'esprits bêtement turbulents, que j'avance dans ce territoire avec prudence. Il me semble que poésie et anarchie ont radicalement quelque chose en commun. Pour beaucoup, c'est loin d'être une évidence. En fait, pour une certaine famille d'esprits, les deux termes, poésie et anarchie, peuvent paraître totalement contradictoires. Je pense au livre de Matthew Arnold, Culture and Anarchy, où le terme de culture est mis en opposition directe avec celui d'anarchie. On pense aussi à Yeats, en particulier au poème où il parle d'un centre politico-culturel et métaphysique qui, ne tenant plus, laisse le monde en proie à l'anarchie pure et simple. Si grande soit mon admiration pour l'œuvre de ces deux hommes, je ne peux m'empêcher de penser que la tendance centralisante de leur esprit n'est plus de mise. Il me semble que la notion de centre étant éclatée, la cosmologie de la pensée est en passe de se transformer du tout au tout. Le problème pour nous, poètes penseurs, est d'articuler poétiquement et théoriquement
cette transformation. Je dis bien poétiquement et théoriquement, afin de dépasser ce décalage entre poésie et théorie que l'on peut constater autour de nous. Au fil des ans, j'ai fait beaucoup de lectures anarchiques, entre autres Proudhon, Bakounine, Kropotkin. Ce qui distingue Bakounine et Proudhon, plus clair, et de Kropotkin, plus promeneur solitaire, c'est une personnalité flamboyante et une énergie sans bornes. C'est lui qui frappe le plus l'imagination des foules. Mais il ne suffit pas de frapper l'imagination, il faut éveiller les esprits et ouvrir des chemins. Ce fut sans doute à cause de mon besoin d'air frais et d'une topologie nouvelle que je fus attirée par Kropotkin. Kropotkin, le géographe. Je l'ai donc suivi le long du fleuve Amour et tout au long de son parcours dans l'Extrême-Orient, en même temps que je lisais la merveilleuse géographie universelle d'Élisée Reclus. Au cours de ces pérégrinations, Kropotkin était en train d'élaborer sa propre théorie de l'anarchisme. L'anarchisme, dit-il, représente bien plus qu'une forme d'action ou le concept d'une société libre. Elle fait partie d'une philosophie qu'il faut développer d'une manière tout à fait différente des méthodes métaphysiques ou dialectiques qui ont été employées jusqu'ici dans les affaires humaines. J'ai beaucoup réfléchi à cette méthode anarchiste qui se distinguerait de la métaphysique. La métaphysique, la référence à une entité fixe, idée ou idéale, d'un côté, et de la dialectique fondée sur le principe de l'opposition de l'autre. En dehors de toute opposition, et sans référence aucune à un centre, c'est peut-être cela le nouveau paysage. En dehors de toute opposition, et sans référence aucune à un centre, c'est peut-être cela le nouveau paysage. Alors moi j'ai lu ce texte complexe, à vous de l'ouvrir. C'est un texte ancien qui date de 1981, qui a été publié dans une revue qui a disparu depuis, qui s'appelait Incision. On trouve encore des petites traces de ça. Alors, Michel, moi j'ai une question pour vous. Quand Amandine évoque cette phrase de Ken, remettre la terre au centre, je ne suis pas sûr que ce soit exactement ce que vous ayez voulu dire tout à l'heure. Mettre la terre au centre, comme vous avez évoqué Pierre Rabhi, par exemple. Mettre la terre au centre, c'est très bien, mais les individus existent aussi. J'ai l'impression qu'il ignore les humains. Ça ne l'intéresse pas. Enfin, c'est ma réaction, de plus en plus d'ailleurs. Vous avez un long compagnonnage avec Kenneth White. Vous écrivez sur Ken depuis, je ne vais pas dire une bêtise, au moins une quarantaine d'années. Peut-être, oui. Et oui. vous constatez cette défaillance, ce manque depuis aussi longtemps ? Non, je me suis un peu détourné de lui il y a une dizaine d'années. Je suis revenu grâce à vous. J'ai repris tout ce que j'avais classé, etc. Bon, il faut dire qu'il a un âge où il est remarquable qu'on écrive encore et qu'on crée, parce qu'il continue à créer, mais il faut dire qu'il se répète un peu. C'est normal, vous voyez, parce que beaucoup sont arrêtés avant, ou alors comme André Gide aussi, il se répète, quoi. Donc on ne peut pas lui reprocher de ne plus innover, d'autant plus qu'il avait trouvé sa formule. Il a inspiré, c'est même pas une formule, c'est son ardeur à vivre, c'est sa joie, c'est son caractère, même son physique, qui infusait une joie chez ceux qui découvraient lui et sa poésie. Bon, mais ça ne peut pas être éternel aussi. Il a commencé à se répéter un petit peu, mais c'est tout à fait normal. Jean-Paul, tu hoches, tu n'opines mais négativement du bonnet. Oui, tout à fait amicalement. Je pense qu'il se définit comme pessimiste actif. Ça veut dire, je suis pessimiste, on ne peut pas obliger quelqu'un à adorer l'humanité. Je veux dire, ça peut s'admettre que des gens ne croient pas dans le côté sublime du genre humain et pensent que c'est pas l'espèce la plus ragoûtante parmi les espèces animales. Il suffit de regarder l'histoire du XXe siècle. Donc, par contre, actif,
et généreux. C'est quelqu'un qui aime, il s'adresse à d'autres, donc il me semble équilibré dans cet amour modéré pour l'espèce humaine. Et sur la géopoétique, qu'entend-il par replacer la Terre au centre? Moi, je pense qu'il l'explique très bien, notamment dans la figure du dehors. La figure du dehors. Et là, je vais essayer de vous lire un petit bout de poème, moins bien que le fait notre lectrice. Voilà. Il passe en revue dans ce bouquin des poètes qui, de son point de vue, illustrent, aident à comprendre, c'est pédagogique, aident à comprendre cette géopoétique. Alors il y a Ginsberg, Alan Ginsberg, il y a Walt Whitman, bien sûr, Thoreau, Gary Snyder, l'américain, Pound, Sandra, Segalen, et tous ceux qui ont contribué à ouvrir ses yeux et, dit-il, à couvrir poétiquement le champ de l'expérience, d'écrire un poème qui corresponde à toute la plénitude complexe du réel. Et parmi eux, parmi ces gens, il y a Saint Jean de Perse. Et pour nous faire comprendre, il y a un extrait d'un des poèmes de Van ou d'Anabase, qui est le suivant. Et elle est là, la géopoétique. Je lis ces quelques vers de Saint Jean de Perse. Ô chercheurs de points d'eau sur l'écorce du monde, ô chercheurs, ô trouveurs de raisons pour s'en aller ailleurs. Beaucoup de choses sur la terre à entendre et à voir, choses vivantes parmi nous, des célébrations de fêtes en plein air pour les anniversaires des grands arbres, et des cérémonies publiques en l'honneur d'une mare, des dédicaces de pierres noires parfaitement rondes, des bouts de perche aux approches des cols. Voilà Saint Jean de Perse. Alors, que ceux et celles qui voient le moindre point commun entre cette quête du poète et la vulgate à laquelle est réduite aujourd'hui l'écologie d'aujourd'hui, expliquent. Moi, je veux bien leur donner la parole. Qu'est-ce qu'ils trouvent dans ces vers de Saint Jean de Perse qui a un rapport, si lointain qu'il soit, avec cette écologie? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, j'ai eu l'aide de Romain Gary, qui dit... Il n'y a aucun, c'est moi qui dis là, il n'y a rien de commun entre la géopolitique d'une part et l'écologie fumigène, ça c'est Romain Gary, qui occupe le versant vert du politiquement correct. Écologie fumigène, j'emprunte à Romain Gary. Voilà, l'écologie fumigène, c'est bien celle-là que je critique, c'est pas celle de Haeckel et de René Dumont, on est bien d'accord, qui s'impose à tous, on ne peut pas y couper. Mais